Le 8 mai, bien sûr, est une date importante dans l'histoire, d'autant plus que c'est une date fluctuante. Car en fait, le 8 mai, c'était le 7. Puisque la capitulation sans condition de l'Allemagne se fait en France, à Reims, le 7 mai 1945. C'est pour cela que la France commémore donc le 8 mai, puisque ça s'est passé le 7 mai sur son territoire. Mais il y manquait le représentant de l'Union soviétique. Alors les soviétiques ont exigé qu'il y ait une autre cérémonie qui se fasse là où ils venaient de prendre la ville, la capitale du Reich, Berlin, pour bien marquer les choses sur ce qu'était cette capitulation de l'Allemagne nazie. Alors on a refait une cérémonie, ou du moins on en a fait une différente, le 8 mai, très tard dans le soir et début du 9. Voilà pourquoi à Moscou, demain, on va célébrer la victoire le 9 mai. Vous voyez qu'entre le 7 et le 9, il y a une variable d'ajustement qui est quand même assez originale. Et donc, le 8 mai à Berlin, lorsque le général de Gaulle apprend qu'on refait la capitulation, il envoie le général Delattre de Tassigny pour y représenter la France en tant que puissance victorieuse. Et la France n'est pas invitée. Le général Delattre de Tassigny, par son autorité, s'imposera d'abord aux soviétiques, qui n'y voient vraiment aucun inconvénient, puisqu'après tout, il y a des relations particulières qui se sont engagées entre le général de Gaulle et Staline en décembre 1947, et puis les Américains, les Anglais, qui se laissent convaincre qu'après tout, oui, l'armée française peut y être. Et voilà comment on écrit l'histoire. Car la place de la France n'était pas assurée. Nous célébrons un moment important qui est la défaite de l'Allemagne nazie. Mais la présence de la France, elle était plus que discutable, puisque non seulement nous avons cédé en quelques semaines, que Paris a été déclarée ville ouverte le 14 juin 1940, que le 17 juin, le maréchal Pétain, nouveau président du Conseil, demande l'armistice, et s'engage ensuite le 24 octobre 1940 à Montoire dans une politique de collaboration, c'est-à-dire d'être l'allié de l'Allemagne, pour avoir sa place dans l'Europe nouvelle, celle de l'Allemagne nazie. Autant vous dire que la place de la France n'était pas à l'ordre du jour en 1940. Et c'est bien pour ça que le 8 mai 1945, lorsque le général Keitel, fait maréchal, entre dans la salle où il va signer la reddition de l'Allemagne, lui qui, en 1940, dans le wagon de Rotonde, le 22 juin, a enregistré l'armistice français, car c'est lui qui était là, et qui se retrouve le 8 mai avec le général Delattre de Tassigny, il ne peut pas se retenir de dire quoi? Les Français aussi. Et oui, ce n'était pas notre place, et pourtant nous l'avons prise. Et nous l'avons prise grâce à un seul homme, et pas à 36. Cet homme, il s'appelle le général de Gaulle. L'appel du 18 juin, d'abord, c'est le sien. C'est pas celui du voisin. Tout le monde dit, j'ai lancé un appel. Oui, tu as lancé un appel, c'est bien. Appel au voisin, peut-être, mais non, le seul appel qui compte, c'est l'appel du 18 juin 1940, vers 18 h, avec ce discours de quelques minutes qui se termine. Quoi qu'il advienne, la flamme de la résistance française ne doit pas s'éteindre et ne s'éteindra pas. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle a donné un nom au combat contre l'occupant, résistance. Et d'un nom commun, il va en faire un nom propre, la résistance. Et tous ceux qui ont combattu sont nés à partir de cet acte fondateur. Mais pour le général de Gaulle, il ne suffit pas d'être dans la résistance. Bien sûr, sans le général de Gaulle, il y aurait eu des résistants. Sans le général de Gaulle, il y aurait eu, bien sûr, Jean Moulin. Et bien d'autres, dont je n'égrènerai pas tous les noms. Mais seul le général dit les choses essentielles le 22 juin 1940. Il faut que lorsque la victoire sera là, la France soit à sa place.
Et donc l'objectif du général de Gaulle n'est pas que militaire, il est d'abord politique. Faire en sorte qu'au lendemain d'une défaite sans nom depuis Azincourt, la France puisse être présente aux côtés des Alliés à la victoire. Et la présence du général Delattre de Tassigny en 1945, c'est ça l'enjeu. C'est ce qui va nous permettre de siéger au Conseil de sécurité à l'ONU, dans les 5 grandes puissances victorieuses, aux côtés de la Grande-Bretagne, de l'URSS, des États-Unis, de la Chine. Et il y a la France, celle de la capitulation, de la défaite, de la collaboration. Non, celle de la résistance, celle du général de Gaulle. Et qui nous donne encore aujourd'hui, les enfants, un droit de veto au Conseil de sécurité à l'égal des États-Unis ou de la Russie d'aujourd'hui ou de la Chine. L'histoire s'est faite ce jour-là. Voilà pourquoi célébrer le 8 mai 1945, ce n'est pas célébrer n'importe quoi. Et trouver des objectifs dérivants pour célébrer tel ou tel événement. D'ailleurs, si nous devions imaginer ce qu'était le monde d'il y a 80 ans, en 1943, ce que l'on faisait d'ordinaire traditionnellement, il s'en est passé des choses en 1943. D'abord, c'est Stalingrad, la chute de Stalingrad, le 2 février. C'est ensuite, le 9 février, Guadalcanal, dans le Pacifique. Les Américains reprennent pied et commencent leur reconquête. Je reviendrai, avait dit le général MacArthur. Le 13 avril, c'est la découverte du massacre de Katyn, où l'on va s'apercevoir que les Allemands n'ont pas le monopole du massacre. Mais il ne faut pas trop en parler à ce moment-là, ce n'est pas à l'ordre du jour. C'est ensuite, entre le 5 juillet et le 10 août, ce qu'on a appelé la bataille de Koursk. Troupes soviétiques contre troupes allemandes, char contre char. Il est courant de dire que c'est la plus grande bataille de chars de l'histoire. Bah, c'est facile. Le char a été créé dans les années, pour la Première Guerre mondiale. Donc si vous en trouvez pour Jeanne d'Arc, vous me faites signe. Hein, donc l'histoire est quand même assez limitée. Hein, mais c'est vrai que c'est une très très grande bataille de chars. Le 10 juillet, c'est le débarquement anglo-américain en Sicile. Et le 22 juillet, c'est la prise de Palerme. Le 3 septembre, c'est le débarquement anglo-américain également en Italie du Sud, à Reggio di Calabre. Le 8 juillet, c'est la capitulation italienne, l'armistice avec les États-Unis. Désormais, les Italiens, officiellement, se retournent. Il ne s'est pas passé grand-chose en 1943. C'est vrai, on a bien raison de ne pas en parler. Et puis, le 28 novembre 1943, c'est la conférence de Téhéran. Téhéran, capitale de l'Iran. Les trois grands se retrouvent pour la première fois avant Yalta et décident du débarquement en Normandie, alors que Churchill voulait un débarquement dans les Balkans. En renonçant au débarquement dans les Balkans, en privilégiant le débarquement de Normandie, les Occidentaux capitulent devant Staline, qui va pouvoir mettre la main sur toute l'Europe de l'Est. Il n'y aura pas de gêneur. Et puis enfin, le 24 décembre, le général Eisenhower est nommé commandant en chef des forces alliées pour justement le débarquement en Normandie. Vous voyez, c'est une année cool. Et on a bien raison de ne pas du tout l'évoquer dans les médias que vous essaierez d'écouter. Et pour la France, la France ça va, on va en parler un peu. Et pour la France, ça commence entre le 14 et le 24 janvier 1943 à Casablanca, à l'hôtel d'Anfa, et c'est pour ça qu'on a appelé cette conférence la conférence d'Anfa. Sont réunis Eisenhower, Churchill, De Gaulle et le général Giraud. Non pas pour faire une belote, bien qu'étant quatre, une coinche, non, pour discuter de l'avenir de la résistance française et du devenir de la France. L'opposition entre le général de Giraud, soutenu par les Américains, et avec quelques incointances vichistes, rescapés, de l'amiral Darlan à bien d'autres, et puis le général de Gaulle, soutenu par la résistance, eh bien c'est un débat un peu fratricide, qui va accoucher en tout cas le 27 mai 1943 de la création du Conseil national de la résistance. Alors je signale à l'aimable assistance que la date de Jean Moulin, c'est pas le 8 mai, c'est le 27 mai 1943. Ce jour-là, Jean Moulin a rempli la mission que lui a confiée le général de Gaulle en décembre 1941.
rassembler, réunir toutes les forces de la résistance, politique et syndicale, pour créer un organe qui sera l'organe déterminant de la reconstruction nationale, le Conseil national de la résistance. Nous célébrerons ici, dans cette commune, le 27 mai, la création du Conseil national de la résistance il y a 80 ans. Et nous honorerons comme il se doit la personnalité exceptionnelle de Jean Moulin, bien évidemment. De la même manière, le Conseil national de la résistance dit « Nous ne reconnaissons qu'un seul chef, le général de Gaulle ». La messe est dite. C'est le général de Gaulle qui, avec le général Giraud uniquement sur le plan militaire, conduira le destin de la nation. Le 3 juin 1943, c'est la création du Comité français de libération nationale qui préfigure le gouvernement provisoire. Vous le savez, le 21 juin, Jean Moulin est arrêté, torturé, déporté et meurt dans de terribles conditions le 8 juillet. Et puis, enfin, le 4 septembre jusqu'au 4 octobre, c'est le début des combats en Corse. L'année 1943, c'est la libération de la Corse. Vous avez vu qu'on en parle partout. Vous avez vu, c'est assourdissant. Les Corses se libèrent d'abord eux-mêmes, aidés par les troupes de l'armée d'Afrique, notamment des régiments marocains, mais aussi des occupants italiens d'hier qui se sont retournés et qui vont chasser les Allemands avec les patriotes corses. Et il faut saluer les Corses qui ont payé un lourd tribut à leur libération, comme en témoignent les monuments aux morts de Bastia, d'Ajaccio, de l'île Rousse, de Porto Vecchio, de Bonifacio. Les morts de 39-45 ne se comptent pas en Corse. Ils ne sont pas à l'identique de 14-18, mais malgré tout. Dans cette bataille, les communistes ont pris une large part, bien sûr. Les FTP en particulier, et capitaine de gendarmerie, Paulin Colonna d'Istria par exemple. Des réseaux gaullistes, comme on dit à l'époque. En un mois, la Corse devient le premier département métropolitain libéré. C'était donc une belle occasion d'évoquer l'année 1943 que ce 8 mai 2023. C'est bien pour ça qu'il n'en sera rien. Donc ici, nous le faisons car un peuple sans mémoire se condamne à revivre son histoire. Et je nous souhaite donc de ne pas avoir à la revivre, et c'est pour ça, citoyens et enfants, élus, responsables, il est toujours bon d'avoir de la mémoire. Le 8 mai 1945, la France peut pavoiser. Le général de Gaulle peut saluer nos armées. Il sait très bien ce qu'il en est. Il va faire croire au peuple français qu'il a été héroïque et magnifique. Pour une grande part, certainement. Et nous n'avons pas cédé au masochisme ambiant qui consisterait à s'auto-dénigrer en permanence. Mais pour autant, le rôle exceptionnel qu'a joué le général de Gaulle, il est là. Non pas chef militaire, mais chef d'État. Même pas politique, chef d'État. Alors que l'État a été bafoué, a été renié par le régime de Vichy. Voilà pourquoi, plus que jamais, en ce 8 mai 2023, quand on a la chance d'être l'héritier de cette histoire, eh bien nous nous inclinons devant nos morts et nous félicitons nos soldats d'aujourd'hui qui défendent cette idée de la patrie, cette idée de la nation, cette idée de la France, comme disait le général de Gaulle, qui s'incarne dans nos valeurs, liberté, égalité, fraternité. Vive la République et vive la France!